Donc aujourd'hui, je vais vous parler de catalyse. Ça va être un exposé plus orienté vers la synthèse moléculaire que ceux qu'on a vus aujourd'hui, et de la catalyse organométallique pour une chimie verte et durable. Alors vous savez, puisque vous êtes dans le milieu de la chimie, que la chimie a toujours été qualifiée par des couleurs. Il y avait le professeur Horisson qui était à Strasbourg qui disait dans ses conférences: la chimie est passée par tous ses états, par toutes les couleurs. D'abord au XIXe siècle, quand l'industrie chimique s'est développée, on l'appelait la chimie noire parce qu'il y avait beaucoup de cheminées qui fumaient et on appelait ça la chimie noire. Ensuite, il y a eu de gros accidents avec beaucoup de morts et c'est devenu la chimie rouge, en faisant allusion au sang, c'était Bhopal par exemple. Ensuite, il y a eu aussi des accidents de nature nucléaire, donc la chimie nucléaire, celle-ci on l'appelait la chimie blanche. Ensuite, beaucoup de gens se sont intéressés aux produits de la mer, et c'est devenu la chimie bleue. Et puis récemment, maintenant, depuis une vingtaine d'années, on parle beaucoup de la chimie verte. Et là, je crois que le grand public fait une petite erreur sur cette chimie-là. Beaucoup de gens associent ça à la chimie des plantes ou des choses comme ça, parce que c'est vert, c'est des produits naturels. Mais en fait, la chimie verte, c'est pas ça du tout. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il y a derrière ce mot de chimie verte. D'abord, le concept a été formulé concrètement par deux Américains, Paul Anastas et John Warner. Paul Anastas, bon, c'est un chimiste, il a passé sa thèse en chimie, et ensuite il a travaillé à l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Il a même été dans les ministères d'Obama après, par la suite. Et ensuite, avec son collègue John Warner, qui lui aussi a créé un centre de chimie verte, ils ont mis au point les grandes idées qu'il y avait derrière ce concept et ils ont édité les 12 principes de la chimie verte. Alors, je ne sais pas si vous enseignez ça déjà dans vos classes. Je vous les rappelle pour ceux éventuellement. Donc, le premier principe, c'est un principe de prévention. Comme quoi, il vaut mieux éviter de produire des déchets que d'avoir ensuite à les traiter ou à s'en débarrasser. Le deuxième principe, c'est un principe d'économie d'atomes, c'est-à-dire que quand on envisage de synthétiser un produit, il faut mettre en œuvre des synthèses qui incorporent le plus dans le produit final tous les matériaux qui entrent dans le processus. C'est-à-dire l'idéal, c'est d'avoir A plus B donne C. Mais on sait bien que ce n'est pas toujours possible d'avoir ce type de chimie-là. Ensuite, le troisième principe, c'est la conception de méthodes de synthèse moins dangereuses. Ceci concerne essentiellement les produits de départ, c'est-à-dire qu'avant même d'imaginer une méthode de synthèse, il faut bannir tous les produits qui sont toxiques ou qui ont des produits nuisibles pour l'environnement, des propriétés nuisibles pour l'environnement. Ensuite, la conception de produits chimiques plus sûrs, c'est la mise au point de produits chimiques atteignant les propriétés recherchées tout en étant le moins toxique possible. Alors ici, évidemment, c'est pour les produits d'usage courant, on évite d'avoir des produits toxiques, mais si on est dans le domaine de la pharmacie ou des pesticides, il faut bien qu'il y ait une certaine toxicité pour qu'ils puissent être utilisés. Mais il faut quand même essayer d'avoir le minimum de toxicité. Ensuite, un autre problème, c'est les solvants et les auxiliaires de synthèse. On sait que les solvants dans les synthèses représentent en général le produit qui est utilisé en plus grande quantité. C'est souvent le solvant qui domine et les substrats sont des petites quantités à l'intérieur du solvant. Donc il faut renoncer au maximum aux solvants et en particulier les solvants dangereux. On verra ça plus en détail. Ensuite, il faut rechercher le rendement énergétique. C'est-à-dire, ça, c'est un problème plutôt économique. C'est-à-dire qu'il faut faire des synthèses qui soient le plus économes possible en énergie, pour limiter donc les incidences sur le coût de la fabrication et aussi l'incidence sur l'environnement, parce qu'il faut penser que l'énergie, il faut aussi la produire avant. Alors, le principe numéro 7, c'est l'utilisation des ressources renouvelables. C'est ça que les gens pensent que la chimie verte, c'est ça, utilisation de produits renouvelables. En fait, c'est un des principes, mais ce n'est pas l'essentiel. Et en fait, il faut effectivement pouvoir utiliser des produits renouvelables, mais il faut que ces produits ce n'ait pas d'incidence, par exemple, sur la consommation alimentaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas produire des produits qui pourraient être utilisés pour l'alimentation pour faire des produits chimiques. Réduction du nombre de dérivés.
Bon, ça, c'est toute la chimie de protection, des protections. Quand on fait des synthèses multi-étapes, il faut éviter ça. La catalyse, alors la catalyse toute seule, il est recommandé d'utiliser des réactions catalytiques plutôt que des réactions stoichiométriques. Je reviendrai plus en détail tout à l'heure sur ce point-là. Déjà aussi, avant d'imaginer un procédé de synthèse, il faut penser à qu'est-ce qui va se passer après. C'est-à-dire il faut penser à la dégradation, des produits qu'on a fabriqués. C'est par exemple les polymères biodégradables, c'est très à la mode en ce moment, parce qu'on pense que quand le polymère aura été utilisé, il faudra ensuite pouvoir le dégrader facilement et pas faire un 7e continent de plastique. Observation en temps réel en vue de prévenir la pollution, ça c'est plutôt au niveau de l'installation qui produit le produit. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens analytiques très performants pour suivre en permanence qu'est-ce qui se passe pour ne pas être surpris par des réactions qui s'emballent ou des choses comme ça. Enfin, le 12e principe, c'est une chimie fondamentale plus fiable. Sur les substances et leur état physique entrant dans le processus chimique doivent être choisis de façon à prévenir les accidents tels que les émanations dangereuses, les explosions et les incendies. Voilà, donc c'est ici les 12 principes de la chimie verte énoncés par Anastas et Warner en 1998. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais je vais en passer quelques-uns, parce que ici sont des principes, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir quantifier un principe. Donc certains de ces principes ont été quantifiés. Par exemple, ici, la prévention des déchets, l'économie d'atomes. À tous ces critères-là sont associés des chiffres qu'on peut pouvoir calculer. Alors pour le critère numéro 1, c'est un critère environnemental sur la production de déchets. Il a été défini un critère qu'on appelle le E-factor, Environmental Factor, qui est le rapport dans la masse de déchets sur la masse du produit désiré. Alors idéalement, ce E-facteur devrait être égal à 0, c'est-à-dire qu'on ne génère pas de déchets, on génère que le produit désiré. Bon, en général, ça c'est rarement le cas, parce que dans les déchets, on inclut, quand on a une réaction A plus B donne C plus D, on inclut D, si C est le produit désiré, on inclut D, mais on inclut aussi, si la réaction n'est pas totale, ce qui reste du produit A et B, et on inclut aussi les additifs, les solvants, et éventuellement, on peut inclure aussi l'énergie qui a servi à faire la réaction. Donc ça, c'est un critère qui a été défini par Sheldon dans les années 90 aussi. Un autre critère, ça c'est plus lié au procédé. Cette fois-ci, on s'intéresse à la masse du matériel utilisé au départ, le substrat. On regarde ce qui devient par rapport à la masse du produit désiré. Donc idéalement, ce chiffre-là devrait être égal à 1, c'est-à-dire que tout le produit utilisé au départ devrait donner le produit désiré. Bon, ici, c'est l'inverse, ça quantifie un rendement plutôt qu'une intensité. Alors dans l'industrie, dans toutes les industries chimiques, il y a des E-facteurs qui sont moyens. Alors celle qui produit les meilleurs E-facteurs, c'est-à-dire proche de 0, c'est l'industrie pétrochimique. Dans l'industrie pétrochimique, on n'a pratiquement pas de déchets. Quand on fait le traitement du pétrole, pratiquement tout est récupéré en produits utiles. Pas un seul produit, mais des gammes de produits utiles. Dans les produits chimiques de base, bon, ça c'est ce qu'on appelle l'industrie lourde, le E-facteur est compris entre 1 et 5, donc c'est encore acceptable. Là où ça devient moins intéressant, c'est en chimie fine, qui produit des tonnages de 10 puissance 2 à 10 puissance 4, ce sont des tonnes par an. Là, le E-facteur peut être de 5 à 50. Et l'industrie qui est la plus mauvaise en termes de E-facteur, c'est l'industrie pharmaceutique, qui produit des E-facteurs entre 25 et peuvent être éventuellement supérieurs à 100. En fait, ces chiffres-là viennent des synthèses, généralement des synthèses multi-étapes. Et en plus, certaines étapes ont des rendements très faibles. Donc à la fin, on se retrouve avec des E-facteurs qui sont très élevés. Maintenant, le facteur d'économie d'atomes peut se quantifier aussi, toujours dans le même type de réaction. L'économie d'atomes, c'est la masse du produit désiré
par rapport à la masse de tous les produits formés, c'est-à-dire C plus D. Et idéalement aussi, là, l'économie d'atomes, ce facteur-là devrait être égal à 100% si tout le produit si en fait on n'a pas de produit non désiré. Ouf. Alors je vous donne quelques exemples de réactions chimiques qui sont économes en atomes, où le I-facteur est égal à 100%. Toutes les réactions d'addition, quand vous faites A plus B donne C, c'est une réaction 100% atome économique. Les carbosylations, en général, quand on insère du CO dans une molécule, on insère le CO et on récupère tout. L'hydrogénation, c'est formellement une addition, par exemple l'hydrogène sur une double liaison. Les dimérisations, tout ce qui concerne les réarrangements aussi. Alors ici, c'est avec des formules, un réarrangement. Par exemple ici, c'est un réarrangement d'éther allylique en phénol allylique. Ici, c'est une réaction de métathèse de triple avec une double liaison. Tous les atomes sont récupérés. Une dissal d'air, tout est récupéré. Une hydroformylation, une oléfine, hydrogène CO, on récupère tout. Et la polymérisation récupère tout aussi. Donc ça, ce sont des réactions qui sont très économes en atomes. Par contre, il y a des réactions qui ne sont pas du tout économes en atomes. Les réactions de substitution, les substitutions aromatiques, nitration, halogénation, etc. Les réactions d'élimination, forcément on élimine quelque chose, donc ça va être un déchet. Les réactions avec les réactifs organométalliques, avec les grignards par exemple, on élimine chaque fois un sel de magnésium, donc c'est un problème. D'autres réactions qui sont là, comme les oxydations aussi en général, les oxydations avec le permanganate par exemple, on génère du MnO2, donc on génère des grosses quantités de déchets. Donc ici d'autres réactions, d'autres exemples. La réaction de Wittig qui génère des oxydes de phosphine, qui en plus c'est des produits qui sont difficiles à éliminer. Les réactions de Friedel et Claff génèrent de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique en soi, c'est pas très grave, mais c'est dans les procédés. Généralement, c'est un agent de corrosion important qui pose problème. Les réactions de Mitsunobu, par exemple, qui génèrent deux sous-produits. Et là, les réactions d'oxydation, comme je vous disais tout à l'heure, ici, l'objectif, c'est d'oxyder cet alcool en cétone, mais on récupère aussi deux autres produits. Les solvants. Alors, les solvants, je vous ai dit que le solvant, c'est généralement le produit principal de la réaction. Pourquoi est-ce qu'il faut un solvant? En général, ça permet d'avoir les molécules, les substrats, plus le produit final dans des phases homogènes. Ça permet d'avoir un milieu réactionnel de faible viscosité qui facilite les mélanges et les manipulations. Pour réguler une température, c'est toujours mieux d'avoir une masse, un volume de liquide, de solvant, plutôt que d'avoir que les produits de départ. Le solvant aussi facilite les échanges thermiques, en particulier dans les réactions exothermiques. C'est en général lui qui absorbe l'énergie dégagée. Et puis, il est utile pour les purifications. Mais il ne faut pas oublier le critère toxicité pour les solvants. Souvent, ils sont toxiques pour les humains, ou aussi pour la nature et l'environnement. Parfois, ils sont dangereux, il y a des risques d'explosion ou de feu. Et parfois, ils peuvent être très chers. Alors, ce problème de solvant, l'industrie s'y intéresse depuis plusieurs années. Ici, j'ai mis juste un exemple de Pfizer. Pfizer, c'est une industrie pharmaceutique où ils ont leur liste de solvants préférés, solvants utilisables et solvants interdits. Donc, on voit que dans les solvants préférés, il y a l'eau, il y a les alcools, il y a quelques esters ici. Dans les utilisables, on voit aussi il y a des alcanes, le toluène, surtout pas le benzène, qui lui est carcinogène, l'acétonitrile, mais ça sont des solvants qu'il vaut mieux éviter quand même. Le problème de l'eau, là, le premier, c'est il y a une petite controverse sur l'eau, parce que l'eau, c'est un produit qu'on qualifie de non toxique, non inflammable, il a beaucoup de qualités, mais le gros problème de l'eau, c'est que quand on fait une réaction dans l'eau, généralement, cette eau est polluée ensuite par soit des catalyseurs, soit des produits, et c'est très difficile de purifier l'eau. C'est beaucoup plus difficile que de purifier un solvant léger. Donc sur l'eau, il y a toujours une controverse. On fait des publications dans Green Chemistry, le journal de chimie verte. Ils nous disent, oui, mais comment vous traitez votre eau après? Il faut dire qu'en laboratoire, on ne s'inquiète pas de ce problème-là, mais au niveau industriel, c'est important.
Alors ça, quand même, ces consignes ont été respectées par la société Pfizer. Les chercheurs du groupe ont pris conscience de cette nécessité. Et vous voyez qu'ici, dans cette publication, ils disent qu'il y a eu une 50% de réduction des solvants chlorés dans leur synthèse. Les solvants chlorés sont dangereux pour l'ozone, pour la couche d'ozone et aussi pour la corrosion des équipements. Et donc le fait d'avoir mis en place ce tableau leur a permis d'avancer dans le sens de la chimie verte. Alors, pour avoir des solvants verts, les critères principaux sont faible écotoxicité, faible risque, risque au point de vue explosion ou feu, ou par exemple sensibilité au peroxyde, facilité de recyclage, facilité de séparation des produits et des réactifs. La biodégradabilité aussi devient un critère. Et là, il ne faut pas oublier que le solvant, il faut aussi le préparer. Et donc, il faut que la synthèse du solvant soit aussi verte. C'est-à-dire que si on a un solvant qui utilise des procédés qui sont noirs ou rouges, il ne vaut mieux pas les utiliser pour faire la synthèse. Alors, les solvants qui ont été préconisés à un moment donné, justement, il y a 15 ans, à peu près 20 ans, c'était l'eau, les liquides ioniques, le CO2 supercritique et les perfluoroalcanes. Bon, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ces nouveaux solvants, en particulier les liquides ioniques. Dans les années 2000, les liquides ioniques étaient très à la mode, seulement personne n'avait étudié leur toxicité. Et puis progressivement, les gens ont regardé ça et c'est devenu des solvants pratiquement interdits maintenant parce qu'ils sont tous toxiques. Les fluides supercritiques sont essentiellement utilisés pour l'extraction plutôt que pour la synthèse. Il y a beaucoup de produits naturels qui sont extraits avec du CO2 supercritique. Le critère 7, c'est l'utilisation des matières, des ressources renouvelables. Alors, dans la nature, il y a 3 grandes familles de matières renouvelables. Il y a les sucres, qui sont dans l'amidon ou dans la cellulose. Il y a les produits lignocellulosiques qui contiennent essentiellement des produits aromatiques de type phénol substitués. Et puis il y a les dérivés d'acides gras, les triglycérides, qu'on trouve dans toutes les huiles végétales. Donc par ordre d'importance, les cellulosiques et les lignocellulosiques sont nettement plus importants que les acides gras. Mais les acides gras ont été très bien utilisés aussi récemment en synthèse. Alors avec la cellulose, on fait donc des sucres, ce sont des polymères de sucre, et on fait des produits oxygénés de type aliphatique. Avec la lignine, donc la chimie de la lignine, je veux dire qu'elle commence tout juste. Jusque-là, on ne s'intéressait pas à la lignine parce que c'est un produit qui est très difficile à extraire du milieu naturel. Pour extraire la lignine du bois, c'est compliqué, c'est jamais propre. Et bon, maintenant, on s'aperçoit qu'avec ces lignines, on peut obtenir des produits aromatiques, essentiellement des phénols substitués, qui viennent avantageusement remplacer les phénols issus du pétrole. Ensuite, dans les acides gras sont essentiellement composés d'esters avec une chaîne insaturée. Et là, ça a donné naissance à toute une série de produits linéaires, insaturés, avec des fonctions acides ou alcool. Donc le 9e point, c'est la catalyse. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser la catalyse? Parce que quand on fait une réaction chimique, on part de 2 substrats et on obtient 2 produits. Par exemple, si on fait une réaction sans catalyseur, il faut vaincre une énergie d'activation qui peut être très élevée, avec un état de transition à haute énergie. Si on utilise la catalyse, l'objectif du catalyseur, c'est de réduire l'énergie des transformations. Généralement, ça ne se fait pas en une seule activation, mais c'est multi-étapes, mais des énergies beaucoup plus faibles, ce qui permet de faire des synthèses dans des conditions plus douces. Et quand les synthèses sont faites dans des conditions plus douces, généralement, elles sont plus sélectives et les rendements peuvent être améliorés. Alors les catalyses, il y a beaucoup de types de catalyse. Il y a 2 grands types, la catalyse homogène et la catalyse hétérogène. Monsieur Garin, qui était là tout à l'heure, c'est un spécialiste de la catalyse hétérogène. Homogène, ça veut dire qu'on travaille dans des solutions. Hétérogène, généralement, c'est sur des solides. On fait passer un liquide ou un gaz.
Allez, et parmi tous ces types de synthèse, de catalyse, il y en a une diversité, la catalyse enzymatique, la biotransformation, qui peut être homogène ou hétérogène. La catalyse acide-base, c'est ça, tout le monde connaît ça en synthèse organique, hein, on catalyse par exemple des estérifications avec des acides ou des bases. L'organocatalyse, la photocatalyse, la catalyse par les électrons, la catalyse redox, la catalyse supportée. Il y a deux types de catalyse supportée. Soit on fixe des catalyseurs qui sont actifs en catalyse homogène sur une surface, et le catalyseur est supporté, mais il travaille en phase liquide. Hein. Ou alors, ça peut être directement la catalyse à la surface d'un matériau. Les matériaux dendritiques ou les systèmes biphasiques aussi, on peut faire des catalyses dans tous ces milieux-là. Alors ici, je vais vous donner un exemple à proscrire. Chimie du passé, hein, c'est la synthèse du fluoroglucinol. Le fluoroglucinol, c'est ce triphénol ici, qui est utilisé, qui est un des principes actifs du Daflon. Vous savez, le Daflon, c'est un médicament pour la circulation sanguine. Hein. Et alors, le premier procédé qui a été exploité industriellement partait de ce trinitro-toluène, faisait une oxydation, une décarboxylation et ensuite un traitement à l'acide pour faire le phénol. Et si on regarde ici l'économie d'atomes, c'est 5,5%. Donc c'est très faible. Et si on regarde le I-facteur, c'est 17 calculé, mais en réalité, si on tient compte des rendements dans chaque étape, en fait, c'est plutôt plus près de 40. Ça veut dire que pour produire 1 gramme de ce produit-là, 1 kg de ce produit-là, on produit 40 kg de déchets. Donc cette méthode-là a été proscrite et abandonnée par l'industriel qui utilisait cette méthode-là à cause de ce problème-là. Alors des synthèses plus vertes, il en existe. Par exemple, ici, à partir d'un sucre, c'est déjà un produit naturel. On est dans le critère numéro 7 de l'utilisation des ressources naturelles. Ici, c'est une biotransformation qui permet de faire cette molécule-là. Ensuite, une méthylation et puis un réarrangement qui permet de faire le fluoroglucinol ici. Donc ici, vous voyez le pourcentage d'économie d'atomes, on est passé à 40%. Et puis le I-facteur est que de 2,5. Donc ça devient très bon. Ici, c'est un exemple du laboratoire. C'est un exemple de comment passer à partir du citronellol, qui est un terpène naturel, à ce dérivé-là, qui correspond formellement à une oxydation de ce méthyle en ester. Au laboratoire, nous travaillons beaucoup sur la bêta-thèse des oléfines. Alors, nous avons utilisé cette méthode-là avec un métacrylate. Métathèse avec cette double liaison-là, ça donne directement, en une seule étape, le produit désiré avec un rendement de 70%. Et le sous-produit de la réaction, c'est cet isobutène. Si on regarde qu'est-ce qui existait avant dans la littérature, on avait des oxydations de ce méthyle, sélectives en aldéhyde, et puis à partir de là, 2 procédés pour aller vers l'ester. Vous voyez que ce procédé-là, il y avait un rendement global sur l'ensemble de 13%, et ce procédé-là, il y avait un rendement de 56%. Et si vous regardez les sous-produits, là, il y a beaucoup de sous-produits, de réactions, de métaux, d'oxydants. Donc, les 2 autres méthodes ne sont vraiment pas vertes par rapport à celle-ci. Voilà, donc je vous ai expliqué, je vous ai donné peut-être un peu de complément d'information sur la chimie verte telle qu'on la conçoit au laboratoire. On ne va pas chercher à satisfaire les 12 principes parce que c'est impossible. Le chercheur, son travail, ce n'est pas de tout regarder, c'est de regarder quelques-uns des principes pour essayer de les satisfaire. Et je vais vous illustrer par 2 travaux récents au laboratoire. Un qui est une application dans la synthèse de polyamide, qui est en collaboration avec la société Arkema. Et cette synthèse de polyamide a été réalisée à partir de produits naturels, à partir de l'huile de ricin. Et le deuxième exemple que je vous montrerai, c'est quelque chose qui arrive rarement dans les labos, mais on a découvert une nouvelle réaction catalytique. C'est une réaction qui n'existait pas avant, et c'est toujours gratifiant pour les chercheurs qui trouvent ça, surtout si elle est verte. Alors voici le principe de ce qu'on a fait avec Arkema. La société Arkema développe actuellement, depuis une vingtaine d'années, une synthèse de nylon. Ce sont des polyamides
qui sont dans la famille des ricins. Alors, ils partent de l'huile de ricin, castor oil, c'est l'huile de ricin. Ils font la transestérification, ils font une pyrolyse qui donne ce produit-là. Donc, c'est une oléfine ester. Ensuite, ils font une hydrolyse pour faire l'acide, une bromation, une addition d'HBr pour faire le bromo, et ensuite une substitution du brome par l'ammoniac pour faire ce produit-là. Et ce produit-là, c'est un aminoacide qui est le précurseur du polymère, donc par polycondensation. Alors, Arkema voulait mettre au point une nouvelle technologie, parce qu'ici, vous voyez qu'on ajoute de l'HBr dans cette étape, et dans l'étape d'après, on l'enlève. Donc, c'est un peu en contradiction avec un des principes que j'ai oublié, 6 ou 7 de la chimie verte, où utiliser des intermédiaires pour les détruire après, ce n'est pas tellement d'accord avec la chimie verte. Alors, l'idée, c'était est-ce qu'on peut faire la métathèse croisée entre le produit, l'oléfine terminale qu'ils utilisent déjà, donc ça, ils savent le produire, avec l'acrylonitrile, pour faire donc la métathèse. Vous savez, la métathèse, ça coupe les doubles liaisons et ça les recolle, hein, c'est le principe de la métathèse des oléfines. On fait cette oléfine ici, bifonctionnelle. Ensuite, par réduction de la double et du nitrile, on obtient l'aminoacide qui sert pour faire le polymère. Ici, donc, l'irilsan. Une autre voie qui était possible à partir d'un autre produit naturel, ça c'est l'oléate, de méthyle qui a été oxydé sur son méthyle terminal. Même métathèse croisée avec l'acrylonitrile conduit à le même type de produit qu'ici, mais avec un carbone de moins. Et ici, par réduction aussi, un C11 avec un carbone de moins qui peut conduire aussi au polymère. Donc le problème d'Arkema, que nous a posé Arkema, c'est peut-on faire ça? Alors avant de commencer à regarder la réaction, je vous ai dit que maintenant, quand on veut lancer un procédé, il faut déjà regarder quels sont les problèmes qu'on va rencontrer qui vont aller à l'encontre de la chimie verte. Alors ici, le premier problème, c'était est-ce que les catalyseurs qui font la métathèse des oléfines vont tolérer l'acrylonitrile? Parce que l'acrylonitrile, c'est une molécule fonctionnelle qui parfois peut inhiber des catalyseurs. Alors l'objectif, donc, c'était de faire la métathèse pour faire ce produit-là, mais il est bien connu en métathèse, enfin pour les gens qui travaillent avec les catalyseurs de métathèse, qu'on peut avoir une isomérisation, la double liaison peut migrer à l'intérieur, hein, donc plusieurs positions, et la métathèse croisée peut avoir lieu aussi, et à ce moment-là, on passe du C12 au C11, au C11-N, donc on va obtenir un mélange de ester-nitrile. Ça, il faut absolument éviter ça. Et puis, il y a un autre problème dans la métathèse, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle la self-métathèse, c'est-à-dire le produit se métathèse avec lui-même, donc on obtient un produit comme ça. Donc, pour que le procédé soit viable, pour faire des précurseurs de nylon, il faut que seule cette réaction-là ait lieu. Et donc, on l'a testé, et effectivement, ça fonctionne. Avec les catalyseurs de métathèse qu'on appelle de Ovida, vous voyez que ça, c'est la disparition du produit de départ, ici. Et ici, c'est la formation des produits de ce produit-là. Et on voit qu'ici, il y a une courbe verte qui ne monte pas plus que quelques pourcents, qui correspond au produit de self-métathèse. Mais ce produit est repris par l'acrylonitrile qui redonne ce produit-là. Donc, il est formé, puis il redisparaît. Donc, ici, on voit qu'au bout de 3 heures, on a une conversion totale et on n'a que ce produit-là qui est formé. Donc, on a une réaction qui est presque économique en atomes, parce que le seul produit formé secondaire, c'est l'éthylène, qui vient de ce CH2-là et de ce CH2-là. Mais quand on peut récupérer les produits secondaires et qu'on peut en faire quelque chose, on les considère comme satisfaisants quand même pour la chimie verte. Donc, vous voyez, donc on a réussi à mettre au point cette synthèse-là. Et bon, ensuite, on a travaillé pour optimiser, parce que l'industriel, non seulement il faut que la réaction fonctionne, mais il faut qu'elle soit productive, c'est-à-dire qu'il faut que le catalyseur tourne beaucoup, fasse beaucoup de cycles catalytiques. Alors, les cycles catalytiques, c'est quantifié par ce qu'on appelle le turnover number, c'est le nombre de cycles qui est fait par le catalyseur. Donc, dans cette réaction-là, on avait un turnover de 3000,
Ça veut dire qu'une molécule de catalyseur fait 3000 tours, c'est-à-dire peut convertir 3000 molécules de départ. Et pour faire ça, donc, on a mis au point des techniques, et là c'est plutôt du procédé. On fait de l'addition lente de catalyseurs dans la réaction. Mais pour faire la même molécule ici, vous voyez, c'est toujours un nitrile-ester avec 8, 9, 10 carbone, comme ici. Il y a une autre façon de faire, c'est de partir de nitrile gras et de partir de l'acrylate. Et par la même réaction, on obtient donc ce produit-là, qui, si après on arrive à le réduire, on obtiendra le même produit final. Et effectivement, ça marche même mieux, parce que là, on obtient des turnovers de 17 000. Ce n'est pas encore suffisant, parce que l'industriel nous a demandé d'avoir 50 000 de turnover number. Voilà, et ensuite, on a étudié la réduction de la double liaison et du nitrile. Alors, quand on a terminé la réaction de métathèse, on obtient donc ce produit-là. Si on met une pression d'hydrogène à 50 degrés, on réduit la double liaison, donc on transforme l'oléfine en alcane, enfin en aliphatique, avec une très bonne conversion. Alors ici, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est Mirwais qui parlait de ça tout à l'heure. Si on peut utiliser un catalyseur pour faire plusieurs choses, ça peut être intéressant. Et ici, on fait la métathèse avec ce catalyseur-là. Ici, on n'ajoute pas de catalyseur. Normalement, une hydrogénation, il faut quelque chose pour catalyser la réaction. Et ici, le catalyseur, en fait, c'est le résidu du catalyseur de métathèse. Donc, on n'a pas besoin de rajouter un autre catalyseur, c'est celui-ci qui fait l'affaire. Et puis ici, on rajoute une base, du potassium terbutylate. On réduit le nitrile en amine, avec un rendement de 98%. Toujours avec le résidu du catalyseur de métathèse. Donc on a atteint l'objectif d'Arkema, c'est-à-dire qu'on a fait la métathèse croisée d'un acrylonitrile avec un produit issu de l'huile de ricin, et on a obtenu ces aminoesters précurseurs de polymères de ricin. Voilà, ce sont les deux voies que je vous ai dit, soit acrylonitrile plus double liaison, soit acrylate plus double liaison. On arrive à deux produits qui sont isomères, et quand on fait l'hydrogénation, on arrive au même produit. Alors ça a conduit à des brevets, naturellement. Arkema est intéressé par cette méthode-là. Et actuellement, ils sont en train de développer ça au stade du pilote dans leur usine de Pierre-Bénite. Voilà, donc ça c'est un exemple d'application en chimie verte. On utilise des produits biosourcés, renouvelables. On fait de la catalyse où on génère un seul produit qui n'est pas considéré comme nuisible pour la chimie verte. Donc on a beaucoup d'avantages sur ce procédé-là par rapport au procédé qu'ils utilisaient avant. Maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle réaction catalytique, aussi catalysée par des catalyseurs organométalliques. Parce que chez nous, dans notre labo, on ne sait utiliser que les catalyseurs organométalliques. On ne fait pas de catalyse hétérogène ou d'organocatalyse ou d'autres, on utilise toujours des métaux. Alors ici, l'objectif, c'est un objectif fondamental. Quand on a des amines cycliques, comme ça, il est très facile de fonctionnaliser, de créer des liaisons carbone-carbone sur le carbone alpha qui est là. La C2 fonctionnalisation est très facile, il y a beaucoup de méthodes. Par contre, sur la C3 fonctionnalisation, à cet endroit-là, quand on a commencé cette recherche, il n'y avait rien. Personne ne savait faire cette fonctionnalisation à cet endroit-là. Quand on avait des amines fonctionnalisées à cet endroit-là, ça veut dire que la fonctionnalisation avait été faite avant et qu'on avait cyclisé les mines après. Mais fonctionnalisation directe sur la mine cyclique n'avait jamais été faite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est difficile, parce qu'il faut créer, ici c'était créer une liaison carbone-carbone en position bêta, c'est une activation sp3ch, il n'y a pas de groupe directeur pour orienter vers ici. Il n'y a pas de fort effet électronique, l'azote est là, mais il n'y a pas de fort effet électronique en cette position-là. Donc il fallait créer une réactivité ici. L'objectif, c'était de créer une réactivité. Alors, pour créer une réactivité, on a pensé aux enamines. Les enamines sont des dérivés, sont issus d'amines. Si on peut les créer par déshydrogénation, c'est-à-dire formellement, on arrache deux hydrogènes ici, on forme la double liaison. On a ici une double liaison très réactive, très riche en électrons, qui peut réagir avec un électrophile. Et l'électrophile va attaquer sur ce carbone-là, c'est le carbone 3, essentiellement là. Et puis, ça génère un iminium.
Et ensuite, si les hydrogènes qui ont été arrachés là sont toujours disponibles, c'est-à-dire s'ils sont retenus par un métal, que le métal peut les rendre, il va saturer le système pour faire l'amine cyclique saturée, fonctionnalisée en C3. Donc ça, c'était l'idée. Pour faire ça, on a synthétisé donc des catalyseurs organométalliques. Ça, c'est un catalyseur du ruthénium, avec ici un ligand. Les ligands sont très importants en catalyse, c'est eux généralement qui décident si le métal va être catalyseur ou pas. C'est la propriété du ligand. Et ici, on a une phosphine et un sulfonate. Et ça, cette partie sulfonate ici est très importante parce qu'elle est ce qu'on appelle en anglais proton responsive. Ça veut dire que si on met des protons, on va protoner ça, on va couper la liaison ruthénium-oxygène et on va générer l'acide sulfonique. Et ensuite, cet acide sulfonique, il va pouvoir redonner son proton à une autre molécule qui en aurait éventuellement besoin. Donc on a testé ce catalyseur-là dans une réaction qui est très classique, c'est l'alkylation d'amine avec des alcools. Et le produit attendu, c'est ça. C'est donc N-alkylation ici. Ça procède par un mécanisme où on oxyde d'abord en aldéhyde. L'aldéhyde réagit avec l'amine et l'hydrogène est rendu pour saturer l'imine ici. Donc c'est la première ligne. Ici, vous voyez que ça marche bien. On a 93% de ce produit-là. Et puis on avait 7% d'un autre produit. Et là, c'est là qu'intervient le chercheur en fait. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de serendipity. Ici, ce n'est pas de la serendipity. Parce que ce produit-là, qui se forme à 7%, il n'avait jamais été décrit dans la littérature. Donc on a demandé à l'étudiant, regarde de près, qu'est-ce que ça peut être cette chose inconnue qui n'a jamais été décrite. Et en creusant, il a trouvé que c'était ça. Et alors on lui a dit, mais alors maintenant, tu sais que c'est ça, trouve les conditions pour faire que ça. Et donc il a rajouté des additifs. Vous voyez qu'en rajoutant de l'acide camphore sulfonique, c'est l'acide du camphre, on obtient 80% de ce produit-là, mais pratiquement plus de celui-là. Donc ici, c'est là vraiment c'est là qu'on voit le travail du chercheur qui profite d'une toute petite chose au départ. Je suis sûr que dans les travaux précédents, les gens avaient oublié de regarder ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit qu'avec ce catalyseur-là qu'on forme ce produit-là. Alors après, naturellement, on a voulu regarder si c'était général. Et vous voyez qu'avec une variété d'alcool, on obtient toujours la substitution en C3, régiosélective, toujours. Ça, c'est pour des cycles des pyrrolidines en C5. Pour des cycles en C6, on obtient toujours la substitution en C3. Ça marche toujours. Même un cycle en C7, ça marche toujours. Et là, je ne vais pas passer sur ça, c'est du mécanisme. Sur l'alcool plus l'amine, je vous ai dit, génère d'abord un iminium et donne l'amine alkylée. Ça, c'est ce que tout le monde avait vu avant nous. Ça, c'est la réaction d'alkylation d'amine par les alcools. Mais nous, ce qu'on a vu après, c'est qu'on est arrivé à ce produit-là. On pense qu'on est passé par l'énamine, ce qu'on avait prévu au départ. Et ensuite, l'électrophile, c'est l'aldéhyde qui est générée dans la première étape ici, qui attaque sur le carbone 3. Et ensuite, le métal rend les hydrogènes pour saturer la molécule. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on a proposé. Et en fait, si on regarde bien ce mécanisme-là, on peut se dire, mais il y a moyen de faire plus court. C'est-à-dire, au lieu de faire toute cette étape-là, où on transfère un iminium d'une position exo à une position endo, est-ce qu'on ne pourrait pas directement partir de l'amine et faire l'énamine ici, en évitant tout ce qu'il y avait au-dessus là. En fait, on a testé ça, c'est-à-dire partir d'une amine avec notre catalyseur, voir si on peut former l'énamine, réagir cette fois-ci avec un aldéhyde, plus besoin de partir d'un alcool, directement un aldéhyde, pour faire ça. Et bon, si je vous le dis, c'est que ça marche. Quand on part d'une amine protégée avec un aldéhyde, on obtient ce produit-là, avec des rendements ici, vous voyez, de 91%. Donc ici, c'est plus de la sérendipité, ici, c'est qu'on a compris comment ça fonctionne et on a travaillé sur les conditions pour faire le produit. Donc c'est toujours pareil, en recherche, quand on a trouvé une réaction, on essaye toujours de voir si elle est générale. Donc on l'applique à d'autres aldéhydes ici, fonctionnalisés, substitués à différents endroits, plus ou moins grosses.
etc. Des tailles de cycle de 5, de 6, ici 7. Ça marche toujours pareil et toujours la substitution sélective en C3. Bon, ça c'est d'autres exemples. Ici sont des amines qui ont un intérêt en pharmacologie. Ce sont des amines qui ont un intérêt des propriétés biologiques. Et donc c'est intéressant de pouvoir les fonctionnaliser en C3. Et sur ces amines-là, il n'y a qu'une position C3, c'est celle-là. Donc on ne peut pas fonctionnaliser de ce côté-là. Et on fait les fonctionnalisations comme ça. Ici, c'est l'application de cette réaction sur des aldéhydes qui sont issus du produit naturel. Par exemple, ici, c'est des aldéhydes issus de terpènes. Ici, par exemple, du citronnellal. Donc, si on fait cette réaction-là, on introduit d'abord par N-alkylation cet aldéhyde sur l'azote. Et ensuite, on introduit le même aldéhyde sur le C3. Donc, on a des molécules de ce type-là. Et ça, ce sont des nouveaux alcaloïdes. Ce sont des alcaloïdes qui contiennent 2 fragments issus de produits naturels, issus de terpènes. Donc on peut avoir des produits qui ont le même terpène. Ici c'est donc, je vous ai dit, le citronnellal. Ici, c'est le myrcénal. Ici, c'est d'un côté le phytol et de l'autre côté le citronnellal. Enfin, on peut faire toute une gamme de produits différents avec ces réactions-là. Donc voilà, donc cette réaction nouvelle, il y a deux réactions nouvelles. C'est la première où on part d'une amine non protégée et de 2 molécules d'alcool. On génère donc une amine N-alkylée et C-alkylée. Et le seul produit de la réaction, le seul sous-produit, c'est de l'eau. Donc ici, c'est une réaction qu'on peut qualifier de verte aussi. Il n'y a qu'un sous-produit et c'est celui-là. Et si on part d'une amine N-alkylée et d'un autre aldéhyde, on obtient cette fois-ci des molécules qui sont du même structure, mais 2 groupements différents là et là. Et le sous-produit, c'est aussi de l'eau. Et le catalyseur qui permet de faire ça sont des catalyseurs du ruthénium avec ce ligand, phosphine, sulfonate, qui confère cette particularité à ce complexe-là. Si on utilise d'autres complexes du ruthénium, on n'a pas cette réaction-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter sur la chimie verte et 2 exemples d'application. Ça, c'est pour remercier tous les organismes qui ont donné de l'argent. Ici, ça, c'est la présentation que j'avais faite quand j'ai reçu le prix Lebel. Donc, j'avais mis toute la liste des étudiants qui ont travaillé avec moi dans toute ma carrière. Donc, c'est pour ça que la liste est longue.